Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour le webinaire sur l'index de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH au Québec, moi, toi et le VIH. Mon nom est Martine Fortin, je suis coordonnatrice de projet à la COXIDA et je suis jointe aujourd'hui par Patrice Saint-Amour qui est coordonnateur de l'index. Donc, merci Patrice d'être avec nous. Le webinaire va être d'une durée d'une heure. Vous pourrez avoir accès au PowerPoint par la suite par courriel. Et si jamais il y a un souci technique, ça ne devrait pas, mais si jamais ça l'arrive, vous avez le numéro du soutien technique qui est à l'écran présentement ou dans vos courriels aussi. Et vous pouvez seulement aussi juste quitter la salle et revenir sans problème. Des fois, si l'image fige, des choses comme ça. Donc, l'index de la stigmatisation, c'est on a les premiers résultats aujourd'hui, puis c'est un webinaire très attendu. Il y en a tellement que c'est le premier webinaire d'une série de 3. Les 2 autres auront lieu à l'automne. Et ça devait être initialement présenté dans un outil en nous, les formations en personne qu'on offre. Pandémie oblige, nous voici sur le web. Donc, l'index ne vise pas à savoir est-ce qu'il y a de la stigmatisation ou pas, mais bien de quantifier ou de qualifier, de décrire la stigmatisation vécue par les personnes vivant avec le VIH. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire dans la boîte de commentaires qui est en bas à gauche, où déjà il y a des gens qui disent bonjour, donc merci d'être là. Donc, je vais les prendre en note, puis les poser à Patrice à la fin. Donc, sans plus tarder, parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, Patrice Saint-Amour est coordonnateur donc, du projet de recherche communautaire Index de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Après une carrière comme designer graphique pendant presque 20 ans, Patrice a choisi de se réorienter en sciences humaines. Il complète présentement un bac en sexologie à l'UQAM. Il est coordonnateur de la recherche donc, de l'index à la COXIDA depuis bientôt 2 ans. Il est aussi co-animateur à l'IDLP, l'Institut de développement du leadership positif, depuis bientôt 2 ans. L'IDLP donne occasion aux personnes vivant avec le VIH d'identifier et de développer leurs compétences de leadership et leurs capacités de résilience. Enfin, il est aussi par aidant à Maison Plein Cœur depuis plus de 7 ans. Il a également été intervenant avec le Gris Montréal et écoutant chez Interligne ou anciennement Guy Écoute. Bien, merci encore une fois, Patrice, d'être avec nous, puis je te laisse la parole. Merci beaucoup, Martine. Bonjour tout le monde. Je suis enchanté d'être là. Merci à vous d'être là par une si belle journée. Aujourd'hui, c'est comme exceptionnel. Et pourtant, vous êtes au rendez-vous. Je vous avoue que je suis un petit peu nerveux. Je suis super excité, mais en même temps, c'est mon premier webinaire. C'est la première fois que je présente des résultats de recherche. Alors, c'est un beau mélange d'émotions que je vis à l'intérieur. Vous êtes certainement à votre 50e vidéoconférence depuis le début du confinement. Comme moi, on avait l'habitude d'en faire une par semaine. Là, c'est rendu une par jour et plus parfois. Donc, je vais quand même essayer de faire une présentation qui soit dynamique et vivante pour vous garder avec nous. J'espère que vous allez apprécier. Commençons par une reconnaissance des territoires autochtones. Nous reconnaissons que nous sommes des invités sur cette terre et que nos activités se déroulent sur les territoires des 11 nations autochtones, lesquelles n'ont jamais été cédées. Nous les nommons les Abénaquis, les Anishinabeg, les Atikamekw, les Cris, les Inuits, les Inuits, les Ganyengeraga, les Micmacs, les Naskapi, les Wendat et les Wolastoqiyik. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les personnes non autochtones. Nous devons tous et toutes travailler pour bâtir ensemble un avenir meilleur, basé sur le respect, l'inclusion et la réconciliation. Nous appelons tous et toutes à aller au-delà de ce discours et à s'orienter vers l'action avec, par et pour les peuples autochtones, et notamment dans notre domaine sur les enjeux de santé et du VIH. J'aimerais vous présenter un outil créé par le réseau de la communauté autochtone à Montréal qui s'appelle la trousse d'outils pour les alliés, OLOUT autochtone, qui est disponible en téléchargement à l'adresse que vous voyez sur votre écran. En résumé, ce document explique que pour être un allié, il faut être critique à l'égard de toutes nos motivations, commencer par apprendre et agir en conséquence. Sur ce, j'aimerais également euh, dédier ce webinaire à la mémoire des 32 millions de personnes qui sont décédées des suites de maladies liées au sida depuis le début de l'épidémie dans le monde. À toutes les personnes qui ont fait la lutte au VIH-sida et aux personnes qui poursuivent cette lutte aujourd'hui. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est certainement parce que vous faites partie de cette équipe. Votre intérêt, votre implication
fait en sorte que ce sujet est important pour vous et que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, vous avez à cœur le bien-être de toutes les personnes vivant avec le VIH. On a donc un beau public qui vient des quatre coins du Québec, qui est très diversifié, autant des personnes de groupes communautaires que des gens qui ont participé à la recherche, que des membres de l'équipe. On a aussi des curieux, j'ai invité des amis qui se demandent qu'est-ce que ça fait dans la vie un coordonnateur de recherche. Vous allez le savoir aujourd'hui. Also, I want to say hi to my colleagues from REACH in English Canada. You are very courageous to follow a webinar in French, which may not be the most comfortable for you, but I will send the slides in English in the following weeks from this presentation. Alors voilà, en mon nom et au nom de toutes les personnes vivant avec le VIH, je vous dis un beau merci d'être là. Donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, ça va être de partager des données probantes qui permettront de mettre en place des interventions et des actions concrètes et adaptées pour réduire la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH au Québec. C'est un sujet très vaste, la stigmatisation. On aurait pu le prendre de plein d'angles différents. Aujourd'hui, on va surtout vous présenter les profils des personnes qui sont le plus affectées par la stigmatisation, mais aussi les profils des personnes qui s'en sortent le mieux, qui ont le plus d'aptitudes et de capacités pour faire face à la vie avec le VIH. Donc, ça va nous permettre comme ça de pouvoir cibler nos interventions de façon adéquate. Euh, Déroulement du webinaire, le plan de match, c'est premièrement, on va voir qu'est-ce que c'est la stigmatisation. Je vais vous présenter en gros le projet de recherche, quelques profils sociodémographiques. On va voir les résultats par thématique, nos recommandations, qu'est-ce qu'il va y avoir pour la suite du projet et à la toute fin, une période de questions. D'ailleurs, on n'aura probablement pas le temps de toutes les aborder. Une heure, c'est très vite passé. Donc, sachez que les questions que vous allez nous envoyer vont être prises en compte pour composer les webinaires qui vont suivre. Donc, si on n'a pas le temps de les aborder aujourd'hui, ce sera juste partie remise pour les prochaines étapes. Envoyez-nous vos commentaires, vos questions dans la barre en bas. Aussi, j'utilise un acronyme qui est PVVIH pour personnes vivant avec le VIH, simplement pour parfois réduire un petit peu le temps. Donc, sachez-le, ça se peut que vous l'entendiez ou que vous le voyez à l'écrit. Le mot échantillon, ça signifie le groupe qui est à l'étude dans le cadre de la recherche. Donc, quand je vais utiliser le mot échantillon, ça représente toutes les personnes qu'on a rencontrées. J'utilise aussi le plus possible le langage épicène, tant à l'écrit qu'à l'oral. Cependant, parfois, il peut y avoir un masculin qui se glisse. Aussi, nous partagerons l'enregistrement et les diapos par la suite. Donc, ce n'est pas nécessaire de tout retenir par cœur. Je pense que l'essentiel, c'est de comprendre le sens du message qu'on veut donner aux résultats de la recherche et de pouvoir les mettre en application dans votre travail, mais vous pouvez vous y référer dans les journées et les semaines qui vont suivre. Donc, commençons par une citation, triste époque que celle où il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Citation qu'on attribue à Albert Einstein. Qu'est-ce que c'est la stigmatisation, en fait? Ben, allons-y. On va vous donner un exemple du processus de la stigmatisation en sachant qu'il peut être conscient ou inconscient. On pense parfois que les gens qui stigmatisent sont les gros méchants, mais parfois, ça se produit même à notre insu. D'ailleurs, il faut rester vigilant à tout moment, principalement quand une fois qu'on est alerte et qu'on souhaite diminuer la stigmatisation, on peut parfois avoir nous-mêmes des patterns intégrés. Donc, je tenais à le préciser ici. Ça commence par un stigma, qui est une forme d'étiquetage. Ça marque une différence, un signe de disgrâce, une variante relative par rapport à la majorité. Ça a même déjà été une marque physique qu'on attribuait à certaines personnes pour les distinguer du groupe. Aujourd'hui, ce sont plutôt des marqueurs sociaux. Exemple, dans ce cas-ci, vivre avec le VIH. Ce serait le stigma qu'on attribuerait à une personne. Ensuite, il se produit l'étape du stéréotype, parce que là, c'est plutôt de l'ordre de la pensée, l'intellect, la cognition. On se dirait, par exemple, toutes les PVVIH sont contagieuses et donc dangereuses. En programmant comme ça notre perception, on crée un préjugé qui est plutôt de l'ordre de l'émotion, où est-ce que là, je dirais, j'ai peur et je garde une distance avec les PVVIH. Tout ça peut mener à un comportement d'évitement qui est de l'ordre de la discrimination
Et là, bon, ben, par exemple, je pourrais refuser un emploi à une personne vivant avec le VIH ou je pourrais refuser euh, un logement ou ainsi de suite, refuser une relation, peu importe. Tout ça qui se produit autour de la personne stigmatisée, ça peut produire éventuellement une intériorisation de la stigmatisation. Donc, je me considère inférieur aux autres et j'ai honte de vivre avec le VIH. Ça pourrait être une des conséquences de vivre ce cycle-là à répétition. Suivons, où est-ce que ça se produit, la stigmatisation? Ben, dans le modèle qu'on a choisi pour cette recherche, il en existerait 5. Le premier, c'est celui qui est probablement le plus distant, c'est la stigmatisation institutionnelle. On est au niveau législatif, politique et systémique. C'est un mot qu'on a beaucoup entendu dernièrement, notamment à cause du racisme, euh, qu'il est grand temps d'aborder comme sujet en tant que société. Alors là, on applique des procédures, des lois, des politiques à travers tous les systèmes qui nous entourent et qui peuvent influencer la perception qu'on a des personnes qui vivent avec un stigma. Ensuite, on passe à un niveau de stigmatisation qui est plus proche, qu'on appelle la stigmatisation concrète, au niveau interpersonnel et communautaire. Là, on est dans des gens qui sont proches de nous et qui nous produisent de la discrimination. Que ce soit de l'exclusion, ça peut être de la violence physique ou psychologique, ça peut être de l'intimidation. Ces gens-là qui sont proches, avec qui on interagit, euh, ils peuvent aussi bon, ben, manifester une forme de stigmatisation qui nous affecte directement. Ensuite, on passe à la stigmatisation anticipée. Alors là, on est au niveau individuel. La personne commence à avoir peur de la discrimination, d'en vivre, et peut commencer à éprouver des sentiments de honte. Donc là, on peut être porté à vouloir masquer, dissimuler, cacher, peut-être même mentir au sujet de notre identité stigmatisée pour éviter d'avoir à faire face à la stigmatisation qui nous entoure. Toujours au niveau individuel, la stigmatisation peut devenir intériorisée. À ce moment-là, on accepte les croyances, les points de vue et les sentiments négatifs à notre égard ou du groupe stigmatisé. On peut en venir à, à vouloir stigmatiser les personnes qui sont comme nous et se stigmatiser soi-même. On va voir les conséquences tout à l'heure. Quand la stigmatisation est intériorisée, on l'a vu, ça devient de plus en plus difficile à composer. Et finalement, c'est pas tout, parce que la stigmatisation, elle peut également être intersectionnelle à tous les niveaux. On peut avoir plus d'une identité stigmatisée, ce qui fait en sorte qu'on vivrait de la stigmatisation, par exemple, en lien avec notre origine ethnique ou culturelle, en lien avec notre orientation sexuelle, avec le fait de vivre avec le VIH, utilisation de substances, etc., notre identité de genre. Les formes sont très diverses et néanmoins, elles peuvent être additionnées et elles peuvent faire en sorte que la personne se sente stigmatisée de toutes parts et ça peut être assez difficile pour quelqu'un de vivre avec tous ces niveaux de stigmatisation-là en même temps. Et en même temps, il y a des gens qui vivent très bien avec ça et au contraire qui en font une force. Donc, on va aborder ce sujet-là un petit peu plus tard dans un webinaire, le troisième, l'intersectionnalité. C'est un sujet qui est très riche. Euh, Continuons donc. Une fois qu'on réalise qu'il y a tous ces niveaux de stigmatisation-là qui peuvent être vécus par un individu, on voit bien que c'est un processus qui est dynamique et qui se produit à plusieurs niveaux. Et ben, quelles sont les conséquences maintenant de vivre cette stigmatisation-là? Ben, ça affecte l'estime de soi des individus, l'intégration sociale, la performance en lien avec les rôles sociaux, les attentes face à la vie, la qualité de vie en général. Ensuite, ben, les préjugés et la discrimination engendrent augmentation de l'isolement social, difficulté à se trouver un logement ou un emploi, augmentation du risque de consommation de drogue et d'alcool. Finalement, plus spécifiquement avec le VIH, ça contribue également à un plus faible taux d'observance des traitements et des soins du VIH. Donc, les personnes les plus stigmatisées vont souvent éviter volontairement de se faire traiter pour cacher leurs conditions et diminuer ainsi leurs chances de se rétablir. Et depuis qu'on connaît également les modes de transmission du VIH et qu'on connaît l'importance de la charge virale dans la transmission, ben, on souhaite avoir des personnes qui adhèrent à leur traitement et à leurs soins et qui y ont accès également. Donc, il y a plusieurs choses à composer, mais si on veut gérer la stigmatisation qui est en lien avec le VIH, ben, c'est important d'aborder ces sujets-là de front
pour pouvoir justement optimiser la santé globale de la population, de la société dans laquelle on vit. Voilà donc, comment on peut identifier la stigmatisation qui est vécue pardon, par nos PVVIH pour pouvoir intervenir? Ben, il y a un projet de recherche communautaire qui a été créé. On dit que c'est le plus grand projet conçu par et pour les PVVIH au monde. Un petit portrait à l'échelle internationale. Ben, premièrement, pourquoi ce projet s'appelle-t-il l'Index? C'est pour cartographier la stigmatisation liée au VIH à travers les contextes, les périodes de vie, les villes, les régions, les provinces, les pays, dans le but de poser des actions pertinentes pour réduire la stigmatisation. Donc, on peut faire des comparaisons, on peut voir les endroits où il y a plus le souci de devoir intervenir. Donc, tout ça se produit à travers ce projet-là qu'on appelle l'index, qui cartographie tout ça. Maintenant, en effet, une petite présentation. Comme je vous disais, au niveau international, le projet existe depuis 2008, mis en œuvre dans plus de 90 pays, traduit en 54 langues. Plus de 2000 personnes vivant avec le VIH ont été formées comme pairs associés de recherche et plus de 100 000 personnes ont été interrogées. Vous voyez sur la carte un peu, différents pays sont à différentes étapes de la mise en œuvre du projet. Et vous avez le site web si les résultats vous intéressent. Également au Canada, le projet est mené depuis 2015 avec le centre Practice, qu'on appelle aussi REACH, euh, financé par les institutions de recherche en santé du Canada et l'Agence de santé publique du Canada. Au Québec, notre objectif est atteint, 281 personnes rencontrées, et le reste du Canada est à différentes étapes du processus de recherche. Au Québec, il est mené par la COXIDA en collaboration avec l'UQAM. Nos trois chercheurs principaux sont Keith Monkey pour la COXIDA, Johanna Tis et Maria Mengue-Mensa pour l'UQAM. 281 personnes vivant avec le VIH ont été rencontrées. Durée des entretiens, environ 2 heures par rencontre. Les entretiens ont été faits par 9 pairs associés de recherche vivant avec le VIH qui ont reçu une formation et qui nous accompagnent activement tout au long du développement de ce projet. Le questionnaire était quantitatif, en côte à côte sur une tablette numérique, et la collecte de données a été réalisée entre avril et octobre 2019, soit environ une période de 7 mois. C'est exceptionnel pour la quantité de personnes qu'on a rencontrées et la qualité des entretiens aussi. Le fait de faire ça avec un pair, ça nous permet justement d'avoir l'attention et toute l'implication des personnes qu'on rencontre dans leur réponse aux questions. C'est un très beau projet de recherche communautaire. Poursuivons. Donc, les entretiens ont été réalisés principalement dans des organismes de lutte contre le VIH-Sida. Je les nomme. À Québec, c'est le MIELS Québec. À Victoriaville et Drummondville, c'est le BLITZ. À Saint-Jérôme, le Centre Sida Amitié. À Gatineau, le Bras-Outaouais. À Montréal, c'était chez Gabuy, Maison Plein Cœur et Casam. Les participants sont issus de 12 régions différentes et de 39 villes de résidence différentes. 11 personnes se sont déclarées être sans domicile fixe dans le groupe de personnes qu'on a rencontrées. Maintenant, on va voir brièvement les profils sociodémographiques. Vous allez voir, je vais aller assez vite parce qu'on a hâte d'arriver aux résultats. C'est simplement pour vous illustrer la diversité des gens qu'on a rencontrés, comme quoi ce n'est pas un bloc euh, euh, qui se ressemblait toutes. Par exemple, commençons par les critères d'inclusion. Bon, ça, tout le monde vivait avec le VIH, c'était le point commun. Tout le monde avait plus de 18 ans et tout le monde habitait au Québec. C'était nos 3 critères d'inclusion pour participer à la recherche. Ensuite, au niveau de l'âge des personnes varie de 19 à 79 ans et la moyenne d'âge du groupe est de 52 ans. On voit qu'il y a une tranche principalement entre 50 et 59 qui représente la majorité des personnes, mais néanmoins, on a quand même rencontré d'autres groupes d'âge. En termes d'années du diagnostic de séropositivité, là, vous voyez un bel éventail de gens qui ont leur diagnostic depuis plus de 30 ans et d'autres des diagnostics plus récents. La moyenne du groupe est de 19 années de vie avec le VIH. En termes de langue maternelle, ben, 3 personnes sur 4 parlent le français et quand même, une personne sur 4 parle soit l'anglais ou une autre langue. Ensuite, on a 8%, soit une personne sur 10 environ, qui était étudiant. Et parlant de ça, au niveau des études les plus élevées que les personnes ont complétées, on peut dire que la moitié des échantillons avaient un diplôme, soit d'études secondaires ou professionnelles, et l'autre moitié était plutôt d'ordre collégial ou universitaire. Donc encore là,
on a des représentants de tous les cycles d'études. En termes d'occupation maintenant et de sources de revenus, ben, près de la moitié des gens qu'on a rencontrés, au moins 4 sur 10 étaient sans emploi au moment de l'entrevue, alors qu'une personne sur 4 travaillait à temps plein. On le voit aussi dans les sources de revenus. C'est donc une donnée à prendre en compte quand on va analyser les résultats. On va parler un petit peu plus tard du niveau de revenu des personnes, puisque 62 c'est 6 personnes sur 10 qui avaient un revenu de moins de 20 000 par année. Donc, ça nous a interpellés. On s'est demandé, bon, ben, euh, ces gens-là, on aimerait pouvoir leur venir en aide. Donc, on va en reparler un petit peu plus tard quand on va analyser les résultats. Et en termes de fréquence d'impossibilité de répondre aux besoins du ménage, ben, la moitié environ on dit jamais, mais quand même, l'autre moitié a dit soit quelques fois, ou une personne sur 8 a dit quand même la plupart du temps. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et en termes de groupe ethnoculturel, ben, la moitié des gens qu'on a rencontrés se sont identifiés comme caucasiens, alors qu'une personne sur 4 s'est identifiée comme nord-américain, 14 africain, 9 autochtone, ainsi que différentes origines. Maintenant, en ce qui concerne, bon, justement, le fait de s'identifier comme une personne racisée, on a une personne sur 4 qui ont répondu qui s'identifiait à une minorité visible ou à une personne racisée. En termes de peuple autochtone, maintenant, on a rencontré 6 personnes sur 10 qui s'identifiaient comme autochtones, étaient originaires des Premières Nations, une personne sur 4 métis et une personne sur 8 Inuk. Identification de genre maintenant, 6 personnes sur 10 s'identifient comme des hommes cisgenres. Ça veut dire que le sexe auquel ils s'identifient correspond au sexe qu'on leur a attribué à la naissance. Et ben, près d'une personne sur 3 s'identifie comme femme cisgenre. On a également une faible représentation des différentes, de la diversité de genre à travers des personnes trans, non-binaires, bispirituelles, gender fluid, queer, etc. Maintenant, en termes d'orientation sexuelle, ben, la moitié des gens qu'on a rencontrés s'identifient comme hétérosexuels, une personne sur 3 comme gay ou homme homosexuel, une sur 10 comme bisexuel, et finalement, on a aussi d'autres, la diversité des orientations sexuelles qui étaient représentées dans la recherche. Le statut relationnel, ben, 6 personnes sur 10 se sont dit célibataires, alors qu'une personne sur 10 s'est dit mariée. Euh, Quelques autres configurations, mais le 60 de célibataires, ça nous a parlé. On va y revenir un petit peu plus tard. Finalement, on arrive à un moment que vous attendez tous, les résultats par thématique. Ça, c'est les thématiques qui ont été jugées prioritaires d'aborder par notre équipe de recherche. Donc, on va y aller graduellement. Puisqu'on rentre dans les résultats, qu'est-ce qu'il faut comprendre des résultats qu'on va vous présenter? On part du principe qu'il y a entre 14 500 et 19 000 personnes vivant avec le VIH au Québec. On a rencontré seulement 281 d'entre elles. Ça représente moins de 2 C'est pas beaucoup. Cet échantillonnage n'est pas représentatif de toute la population concernée. Les résultats doivent donc être interprétés avec vigilance. On peut se dire quand même que les résultats qu'on vous présente aujourd'hui illustrent les réalités qui ont été vécues par les personnes qu'on a eu la chance de rencontrer dans le cadre de ce projet. Mais il est important de se rappeler que chaque PVVIH est unique et que son expérience de la stigmatisation est valide. Donc, même si on va faire des regroupements en termes d'analyse, il faut se rappeler que chaque personne a un parcours différent. Maintenant, justement, cette slide-là s'adresse plus aux chercheurs. On va parler de notre méthode d'analyse. Les résultats sont issus d'analyses qui présentent des associations statistiquement significatives entre des variables. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une relation de cause à effet dans tous les cas. Puis l'absence d'une association ne veut pas dire que c'est impossible non plus. Euh, on va vous présenter des caractéristiques qui sont associées. C'est plutôt d'ordre sociodémographique et les facteurs qui sont associés, eux, sont plutôt d'ordre psychosocial et sont basés sur des échelles validées. Finalement, bon, vous voyez ici le nom des analyses bivariées qui ont été utilisées par notre magicienne qui s'appelle Ludie, qui fait nos analyses à l'UQAM. J'aimerais la remercier. C'est grâce à elle si on peut justement mettre en commun toutes les données qu'on a recueillies, les analyser et en tirer des conclusions, ou en tout cas des pistes de réflexion plutôt, qu'on vous présente aujourd'hui. Un gros merci à Ludie et à ton équipe.
Euh, Voyons voir, par exemple, ici, on a regardé quelles étaient les caractéristiques associées à un revenu annuel de 20 000 et moins. Parce qu'on a vu, c'était 6 personnes sur 10 qui avaient ce revenu. Ce sont principalement des personnes âgées de 60 ans et plus dans notre groupe. Ce sont des personnes qui parlent une autre langue que le français à la maison, des personnes qui ont un niveau de scolarité soit collégial, professionnel ou secondaire, des personnes sans emploi et des personnes célibataires. Ou je devrais dire ou plutôt. Ce sont des caractéristiques qui sont associées. Ce n'est pas obligé de s'additionner. Donc, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on veut comprendre l'analyse qu'on a faite. Ce sont des groupes qui sont euh, statistiquement significatifs en termes d'association de variables. Poursuivons maintenant. Première thématique, la stigmatisation intériorisée. On en a parlé plus tôt. C'est un thème qui est important d'aborder et je voudrais tout de suite faire une petite mise en garde qu'il y a des mots qui peuvent être durs à entendre, qu'on a des questions qu'on a posées aux participants qui font partie des échelles validées et qui, le but, c'est vraiment de pouvoir voir si la personne exprime ou s'identifie avec les affirmations qui suivent. Allons-y graduellement. Euh, on a demandé aux gens, est-ce que vous avez honte d'être séropositif? Ben, la moitié des gens qu'on a rencontrés étaient soit fortement en accord ou en accord avec cette affirmation-là. Ça nous a préoccupés. C'est pas rien d'avoir honte de notre identité. On a demandé, est-ce que l'attitude des gens à l'égard du VIH intensifie votre malaise face à vous-même? C'est 4 personnes sur 10 qui nous ont répondu oui. Donc, l'influence du regard des autres est importante. Est-ce que vous vous sentez coupable? Ben là, on a quand même une personne sur 3 qui a répondu dans l'affirmative. Est-ce qu'être porteur du VIH vous dégoûte? Ben, pratiquement une personne sur 4 a répondu oui à cette affirmation-là. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être une aussi bonne personne que les autres parce que vous êtes séropositif? Ben, 2 sur 10 qui ont répondu oui. Être séropositif vous donne l'impression d'être malpropre? On est plutôt de l'ordre de 1 sur 10. Et être séropositif vous donne l'impression d'être une mauvaise personne, même résultat, environ une personne sur 10. Donc, la stigmatisation intériorisée semble être présente dans le groupe des personnes qu'on a rencontrées. Quelles sont les caractéristiques associées à des personnes qui ont un niveau plus élevé de stigmatisation intériorisée? Ben, c'est les plus jeunes du groupe, avoir entre 18 et 37 et 35 ans, semblent en souffrir davantage. Les gens qui parlent une autre langue que le français à la maison et être d'orientation hétérosexuelle. Maintenant, regardons les facteurs qui sont associés à un niveau plus élevé de stigmatisation intériorisée. Ce sont les gens qui ont un niveau plus élevé de stigmatisation anticipée et de discrimination vécue dans le cadre des soins VIH. Donc, plus on a peur d'être stigmatisé, plus on intériorise la stigmatisation. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le comprendre. Et plus on a vécu de la discrimination quand on est allé chercher nos soins VIH, ben, ça contribue également à stigmatiser la personne au niveau intérieur. Maintenant, ceux qui ont le niveau le plus bas de stigmatisation intériorisée, ce sont les personnes qui ont un niveau plus élevé de soutien affectif, d'interaction sociale positive et de résilience. On va en reparler plus tard. La résilience, on va l'analyser un petit peu plus en profondeur. Donc, on voit que justement, le rapport aux autres et le regard que les autres posent sur nous semble faire baisser le taux de stigmatisation intériorisée lorsque c'est un soutien et que c'est positif comme interaction. Parlons maintenant des gens qui fréquentent un groupe de soutien pour les personnes vivant avec le VIH. On a demandé à nos participants, est-ce que vous faites déjà partie d'un réseau, d'un groupe de soutien? 3 personnes sur 4 nous ont dit oui, mais quand même, une personne sur 4 nous a dit non. Donc, on ne parle pas uniquement qu'avec des gens qui fréquentent nos organismes. Il y a quand même une portion des gens qui ont accepté de répondre aux questions, même s'ils disent ne pas faire partie d'un groupe de soutien. C'est intéressant à savoir. Donc, on voulait savoir justement quelles sont les caractéristiques associées à fréquenter un groupe de soutien. Bien, ce sont les personnes qui sont âgées de 60 ans et plus, principalement, avoir un niveau de scolarité collégiale, professionnelle ou secondaire, s'identifier comme femme, cisgenre ou transgenre, être d'orientation hétérosexuelle et avoir un revenu de 20 000 et moins. Donc, voici les personnes qui fréquentent le plus les groupes.
Ça veut dire, par exemple, que si on voulait aller chercher un nouveau public ou des nouvelles personnes pour être usagers de nos services, ben, on pourrait justement aller voir les gens qui ne correspondent pas aux groupes qui sont mentionnés ici. Mais si on veut renforcer l'association, ben, probablement que vous les voyez dans vos groupes, ces gens-là, ils fréquentent le plus le réseau de soutien. Poursuivons avec le dévoilement de la séropositivité. Là, ici, on pourrait faire un webinaire d'une heure uniquement sur ce thème-là. Il y a beaucoup de choses à voir, mais je vais vous donner en gros les commentaires principaux qu'il faut retenir. Premièrement, le statut sérologique est protégé par la Charte des droits et libertés de la personne. Il est confidentiel. La discrimination dans l'embauche, les conditions de travail, la promotion et le renvoi sont interdits. De dévoiler, c'est un choix personnel et individuel. Chaque personne a son rythme, chaque personne peut choisir de le faire ou non. Les seules obligations légales de dévoiler son statut, c'est avant une relation sexuelle comportant une possibilité réaliste de transmission du VIH, en souscrivant à une assurance ou dans un processus d'immigration au Canada. Maintenant, dans le groupe des personnes qu'on a rencontrées, un total de 75 dévoilements ont été faits sans le consentement de la personne vivant avec le VIH, dont 10 auprès de leurs employeurs. Donc, est-ce qu'il y a de la discrimination dans les milieux de travail? C'est ce que nos participants semblent vouloir nous dire. Maintenant, si vous avez des questions au sujet des aspects légaux qui concernent le dévoilement, vous pouvez contacter le service VIH Infodroit de la COXIDA. On a des avocats qui sont formés pour accompagner les personnes ou donner des informations. C'est un service qui est gratuit. Donc, à garder en note si vous connaissez quelqu'un ou si vous avez eu justement des enjeux avec le dévoilement de votre séropositivité contre votre consentement. Voyons voir maintenant où est-ce que les gens ont le plus dévoilé dans leur entourage, leur statut sérologique. Ben, auprès des conjoints ou partenaires, c'est ce qu'on voit le plus. 82% des gens ont dévoilé leur statut. Le petit bloc en mauve, ça signifie que le dévoilement était fait sans le consentement de la personne. Donc, si on regarde aux amis, il y a quand même 3 personnes sur 4 qui ont dévoilé à leurs amis, mais il y a quand même 6% des gens pour qui ça a été fait sans leur consentement. Les autres membres de la famille, c'est 3 personnes sur 4 aussi qui ont dévoilé leur statut. On voit qu'il y a beaucoup de non-consentement là aussi. À leurs enfants, ben là, c'est 2 personnes sur 3 qui ont dévoilé à leurs enfants. On garde en tête quand même qu'une personne sur 3 a préféré ne pas dévoiler. Auprès de leur employeur, ben là, on passe sous la barre de la moitié. Là, c'est 4 personnes sur 10 environ qui ont dévoilé. Et on voit ici là, les 6% de personnes pour qui le dévoilement s'est fait sans leur consentement auprès de leur employeur. On sait l'importance du travail, du revenu dans nos vies, ben, ça peut être préoccupant, en effet. Au niveau des collègues de travail maintenant, un petit peu moins encore, c'est 4 personnes sur 10 environ qui ont dévoilé leur statut à leurs collègues de travail. À des personnes engagées dans la communauté comme des leaders politiques ou religieux, ben là, c'est environ 3 personnes sur 10 qui ont dévoilé à des personnes impliquées. Aux enseignants ou à l'administration de l'école, là, c'est plutôt une personne sur 4. À la police, c'est environ une personne sur 4 aussi. J'attire votre attention sur le 6% pour qui le dévoilement a été fait sans leur consentement auprès de la police. Les voisins voisines, ben là, c'est seulement 2 personnes sur 10 qui ont choisi de parler de leur statut à leurs voisins. Dans les médias, on a quand même près de 2 personnes sur 10 aussi qui ont dévoilé aux médias leur séropositivité. Et à leurs collègues étudiants à l'école, c'est seulement une personne sur 8 qui a choisi de dévoiler. Donc, on a vu par ordre de priorité dans quel ordre les gens dévoilent leur statut sérologique, de leur plein gré ou non. Voyons voir maintenant les caractéristiques qui sont associées à un dévoilement aux proches. Par proches, on entend les conjoints, partenaires, famille, enfants. Ce sont des gens qui ont le français comme langue maternelle, principalement, et ne pas avoir de diplôme universitaire également est associé à dévoiler aux proches. Voyons voir maintenant qui est-ce qui est le plus susceptible de dévoiler à ses amis. Ce sont des gens qui ont le français comme langue maternelle également, des gens qui parlent le français à la maison, être un homme cisgenre,
est associé à dévoiler à ses amis et faire partie de la diversité sexuelle en termes d'orientation sexuelle. On note que être une femme est associé à un plus faible taux de dévoilement et être d'un genre hors de la binarité, donc on parle de personnes trans, non-binaires ou queer, etc., le plus dans le LGBTQ, ce n'est pas associé au fait de donner, de, de faire un dévoilement. C'est intéressant à noter également à leurs amis. Maintenant, voyons les facteurs qui sont associés au dévoilement de sa séropositivité à un plus grand nombre de personnes, donc ceux qui ont le plus d'ampleur de dévoilement. Ce sont des gens qui ont un niveau élevé de soutien affectif, des gens qui ont un niveau élevé d'interaction sociale positive et des gens qui ont un niveau plus bas de stigmatisation intériorisée. Donc, plus qu'on serait soutenu, plus que nos interactions seraient positives et plus qu'on dévoilerait un grand nombre de personnes. Ensuite, voyons voir les facteurs qui sont associés à un niveau plus élevé d'expérience positive de dévoilement, un niveau plus élevé de résilience, un niveau plus bas de stigmatisation ou plus bas de stigmatisation anticipée. Donc, plus les expériences vont être plus positives, plus qu'on a de la résilience et plus que notre stigma intériorisé est bas, et moins qu'on a peur de se faire stigmatiser également. Ça peut sembler logique, mais c'est vraiment ce que la recherche nous confirme comme facteur associé. Maintenant, abordons le sujet de la lutte contre la stigmatisation, discrimination des PVVIH, parce qu'on a des combatifs parmi le groupe. On demande, est-ce que vous avez repris ou éduqué quelqu'un qui stigmatise les PVVIH en général? Ben là, c'est pratiquement 2 personnes sur 3 qui ont répondu oui, soit dans la dernière année ou il y a plus d'un an. Ensuite, on a environ la moitié du groupe qui a fourni un soutien à une PVVIH qui est stigmatisée ou discriminée. Près de la moitié aussi qui a repris ou éduqué quelqu'un qui vous stigmatise ou discrimine. On ne se laisse pas marcher sur les pieds. Une personne sur deux ici. Et maintenant, bon, c'est plutôt de l'ordre d'une personne sur trois a déjà participé à une campagne d'éducation. Ici, ben, on a également une personne sur trois environ qui a encouragé une personne engagée dans sa communauté à agir. On a un petit peu moins, mais quand même presque 2 personnes sur 10 qui ont parlé aux médias pour lutter contre la stigmatisation ou la discrimination et finalement encourager un politicien à agir. Ben, on a quand même une personne sur 8 pratiquement qui est passée à l'action au niveau politique. Donc, on a voulu savoir c'est qui les gens justement qui sont le plus portés à lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Ce sont des gens qui parlent une autre langue que le français à la maison. Des gens qui ont un emploi, des gens qui ont présentement au moins un partenaire intime ou sexuel, et des gens qui ont déjà vécu de la stigmatisation institutionnelle. Ce sont toutes des belles pistes de réflexion qui, je vous laisse une petite partie à vous, que vous puissiez interpréter, à vous approprier, et vous aurez le temps de le faire quand vous parcourez le PDF qu'on va vous envoyer. Euh, on va parler de I égale I maintenant. Indétectable égale intransmissible. C'est un sujet qui peut faire l'objet d'un webinaire en soi aussi. Très rapidement pour les personnes qui seraient moins familiers. Indétectable, ça veut dire que la charge virale est de moins de 200 copies de virus par millilitre de sang. Intransmissible, ça veut dire que lorsque la charge virale est indétectable, le VIH ne peut être transmis par voie sexuelle. Cette évidence scientifique est maintenant connue sous l'expression I égale I ou U égale U en anglais. Et pour plus d'informations à ce sujet-là, vous pouvez consulter la page zerotransmission.org sur le site web de la Coxida. On a demandé, en lien avec ces affirmations-là, est-ce que les personnes suivent présentement un traitement antirétroviral? Ben, une seule personne a répondu non, tout le reste du groupe a répondu oui. On a demandé, est-ce que vous avez une charge indétectable au cours des 12 derniers mois? Ben, c'est plus de 9 personnes sur 10 qui ont répondu oui, mais près d'une personne sur 10 a répondu non pour différentes raisons qui sont exprimées ici. Donc, tout le monde n'est pas automatiquement indétectable, même si on suit un traitement. Est-ce que vous avez présentement un ou des partenaires intimes ou sexuels? On a été un petit peu surpris. Le nombre était de 4 personnes sur 10 environ. Euh, Plus de la moitié n'avaient pas de partenaire intime
ou sexuelle au moment de répondre aux questions. Et on a demandé quelle est justement la séropositivité des partenaires intimes. Ben, plus de la moitié avaient des partenaires séronégatifs. Donc, on voit l'importance de I égale I, de faire connaître cette nouvelle information-là. On voit que pour l'autre moitié, soit qu'ils avaient des partenaires, quelques-uns des partenaires séropositifs, ou le partenaire était séropositif. Donc, tout ça est très parlant. L'ère du sérotriage semble être disparue. Maintenant, ou en tout cas, en diminution. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de I égale I? Il y a 3 personnes sur 4 qui nous ont répondu oui, mais quand même une personne sur 4 qui n'en avait pas entendu parler. On a demandé, connaissez-vous les preuves et les fondements scientifiques appuyant I égale I? Il y a eu plusieurs recherches qui ont été faites au fil des années. Ben là, c'est divisé en 3. Il y a le tiers des gens qui ont répondu non, le tiers des gens qui connaissent un peu, et le tiers qui dit oui, tout à fait. Donc, on a quand même des gens qui connaissent un peu, ben, ou beaucoup. Est-ce que vous croyez à I égale I maintenant? C'est plus de l'ordre du sentiment. Ben, 2 personnes sur 3 ont répondu oui, tout à fait. Une personne sur 4, oui, un peu. Quand même une personne sur 10 qui a dit ne pas y croire. Avez-vous un effet de la promotion de I égale I dans votre vie? Pour 6 personnes sur 10, ça a été un effet positif. Pas vraiment, ou un effet neutre, c'est 4 personnes sur 10. Puis un effet négatif très faible, 2% des gens qui ont répondu négatif. Croyez-vous que la promotion de I égale I peut réduire la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH? Ben là, on a quand même une vaste majorité des gens qui ont répondu oui, tout à fait ou oui, un peu. Donc, on a un levier ici quand même qui est intéressant pour la promotion. Est-ce que vous croyez que ce serait efficace pour influencer l'opinion publique et réduire la stigmatisation maintenant? Ben, on a 9 personnes sur 10 très clairement qui disent soit que c'est très efficace ou passablement efficace, mais il y a quand même beaucoup de gens qui semblent croire qu'on peut influencer l'opinion publique. Maintenant, est-ce que vous croyez que les personnes qui ont le plus de préjugés au sujet des PVVIH changeraient leur opinion si elles étaient informées d'I égale I? Ben, on a quand même 3 personnes sur 4 qui ont répondu oui beaucoup ou oui un peu. Quand même des personnes qui sont soit incertains ou qui ne connaissent pas assez pour répondre, une personne sur 4 environ. Et dernière question, est-ce que vous êtes fait parler de I par un professionnel des soins de la santé spécifique au VIH? Ben, c'est seulement 2 personnes sur 5 qui s'est fait parler d'I par leur médecin, alors que 3 personnes sur 5 n'en ont pas entendu parler. Donc, ça nous parle en termes de groupe communautaire. Probablement qu'on a une part de responsabilité dans la promotion de I égale I et on a aussi une part de responsabilité de faire connaître davantage aux professionnels de soins de santé et de leur demander d'en parler davantage. Qui sont les gens qui ont un niveau plus élevé d'adhésion au message I égale I? Ce sont les gens qui ont un emploi, un revenu personnel de 20 000 et plus, ou des partenaires intimes ou sexuels. Et quels sont les facteurs associés à un niveau plus élevé d'adhésion? Ben, c'est un niveau plus élevé de stigmatisation anticipée. En d'autres mots, plus on aurait peur d'être stigmatisé, plus on adhérerait à I égale I, plus on y croit, plus on connaît les fondements scientifiques, donc peut-être pour avoir justement une façon de répondre à cette stigmatisation-là, c'est une donnée qui est vraiment intéressante. Dernier point, la résilience. Je vois que le temps file. La résilience, oui, qui est un processus dynamique impliquant l'adaptation positive après avoir vécu une épreuve. Le mot en latin signifie sauter en arrière, rebondir ou résister au choc. Autrement dit, c'est choisir de ne pas vivre dans le malheur et se reconstruire après un stress ou un traumatisme. Donc, on a un échantillon de personnes qui est très résilient. Alors, on leur a demandé de vous capable de vous remettre sur pied après une maladie ou une épreuve. Ben, c'est 7 personnes sur 8. Êtes-vous capable de vous adapter au changement? Presque la même quantité. Se considérer comme une personne forte? 3 personnes sur 4. Pouvoir atteindre ses objectifs personnels malgré les obstacles? Même chose, 3 sur 4. Pouvoir gérer toutes les situations qui se présentent? 2 sur 3. Voir les problèmes avec humour? 2 personnes sur 3 également.
Gérer le stress peut vous rendre plus fort, toujours 2 personnes sur 3. Garder sa concentration même sous la pression, 6 personnes sur 10. Même chose pour ne pas être facilement découragé par l'échec et finalement être capable de gérer des sentiments déplaisants. C'est presque tout le temps vrai. Pour plus de la moitié des gens, dans tous les cas, ils se considèrent comme résilients. Alors, on voit qu'on a quand même un groupe qui semble être capable de garder la tête hors de l'eau. Dans notre groupe de participants, la résilience n'est pas associée à des caractéristiques sociodémographiques. Donc, la résilience serait plutôt associée à ce qu'une personne vit et à comment elle le vit. En d'autres mots, tout le monde aurait accès à la résilience. Les facteurs qui sont associés à un niveau plus élevé de résilience, bien, on a une perception positive de sa qualité de vie, un niveau plus élevé de soutien social, soutien émotionnel, informationnel, pratique, affectif et des interactions sociales positives. Tout ça contribue à faire en sorte que les gens sont plus susceptibles de trouver justement la force pour aller au-delà des épreuves. Et pour terminer, les facteurs qui sont associés à un niveau plus bas de résilience, ben, justement, ce sont les gens qui ont un niveau plus élevé de stigmatisation intériorisée et de stigmatisation anticipée. D'ailleurs, je vous glisse un petit mot sur l'Institut de développement du leadership positif qui vise à augmenter la résilience des personnes vivant avec le VIH et les outiller dans leur développement du leadership. C'est un programme qui est offert par la COXIDA, qui est gratuit et que toutes les PVVIH devraient connaître et fréquenter au moins une fois dans leur vie. Bon, présentement, on est un peu en stand-by à cause de la COVID, mais on reviendra sous peu. Alors, l'adresse web est là, idlp.info pour toutes les informations. Nos recommandations maintenant. Maintenant qu'on a vu des résultats de recherche assez complets, on s'est penché avec l'équipe de recherche pour voir où est-ce qu'on devrait agir en premier. Dans nos interventions et programmes communautaires, on devrait travailler plus avec les pairs et adapter culturellement nos programmes. Euh, Comme thématique prioritaire qui a été identifiée, l'estime de soi, la honte, la stratégie de dévoilement et la résilience semblent être les thématiques qu'il faudrait aborder en premier. Et il faut voir à s'adapter face à la situation liée à la COVID-19, justement, pour offrir des ateliers hybrides en ligne ou en présentiel. Au niveau de la population générale, maintenant, il faut former la population générale à recevoir un dévoilement et sensibiliser à la réalité des PVVIH. Par la promotion du message I égale I, par des PVVIH et leurs alliés, donc travailler ensemble à faire la promo, offrir plus de visibilité au PVVIH dans le grand public par le témoignage, par exemple sur les médias sociaux, ou ça peut être en présentiel aussi devant un auditoire, se concentrer sur les messages positifs. Et finalement, en termes de plaidoyer, on recommande de travailler auprès des décideurs pour des changements systémiques en défense des droits au travail, dans le système de santé et contre la pauvreté. Collaborer avec l'ensemble des militants pour diminuer les difficultés structurelles peut alléger les problèmes dans d'autres sphères de la vie. Et finalement, développer des collaborations avec le milieu de l'emploi pour des milieux de travail moins stigmatisants. Voici en gros nos recommandations que vous pourrez une fois de plus consulter dans le PDF qu'on va vous envoyer pour prendre le temps de bien les assimiler. La suite du projet maintenant. En 3 minutes, on est présentement en train de faire la demande de financement pour la deuxième phase du projet. On souhaite poursuivre l'analyse quantitative des données qu'on a récoltées. Il y a 2 webinaires qui sont à venir sur la stigmatisation institutionnelle dans les soins de santé et aussi l'intersectionnalité et le plaidoyer. On va traduire nos webinaires en anglais. La phase qualitative, les études de cas est à venir. Le transfert des connaissances va se poursuivre. On va continuer à consulter notre équipe de recherche pour appliquer les connaissances et finalement mettre en place des actions requises pour réduire la stigmatisation. Sur ce, j'aimerais dire un grand merci à toute notre équipe de recherche, à nos participants et à nos partenaires. D'ailleurs, vous voyez ici les noms de toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin depuis le début du projet. Je souhaite aller remercier individuellement toutes ces belles personnes que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc, où est-ce que vous pouvez trouver plus d'informations sur la stigmatisation? Ben,
la page de l'équipe de recherche, c'est indexstigma.québec. Je vous ai mis mon adresse courriel aussi. Vous avez le service VIH Info Droit sur le site de la Coxida. Il y a un nouveau site qui s'appelle l'effet positif de Positive Effect, qui est une collaboration d'organismes à travers tout le Canada qui offre des témoignages, beaucoup d'informations. C'est tout nouveau, ça a été lancé la semaine dernière. Ça s'appelle effetpositif.org. Je vous encourage à aller y faire un tour. C'est un site qui est bilingue. Et également, bien sûr, chez tous les partenaires du projet que j'ai nommés précédemment, Blitz, Bras, Casam, Senti d'amitié, Coxida, Gabvi, Maison Tracteur, Miez et Portail VIH-Sida du Québec. Prenons maintenant quelques questions. Il nous reste une dizaine de minutes. Je ne veux pas abuser de votre temps, mais vous semblez être très attentif. Je vois qu'il y a eu du clavardage. Je n'ai pas eu le temps de m'y attarder en profondeur. Martine, est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis là. Tu as relevé ton propre défi d'être dynamique et captivant. C'était Ah! vraiment intéressant comme Patrice. S'il y a des questions, en effet, vous pouvez les inscrire dans la boîte de commentaires juste en bas à gauche. Ludivine, dans les clavardages, il y avait Ludivine qui disait merci, merci, mais c'est un effort d'équipe, puis qui avait d'ailleurs nommé dans un autre événement le travail, l'excellent travail des pairs associés de recherche, Mhm. que la base de données avait été super bien remplie, puis c'était facile de travailler avec. Est-ce que, tu sais, tout en gardant la confidentialité, est-ce que tu peux, évidemment, nous parler un peu de c'est qui l'équipe des pairs, comment ça s'est passé, le recrutement, Mhm. puis leur travail Oui, aussi. Si tu peux nous en bien parler un petit sûr. Ben, tout a commencé assez tôt, en fait, à mon entrée en poste. Le projet était presque prêt à être mis en branle. Donc, on a fait tout simplement publier une offre d'emploi avec toutes les caractéristiques requises. On a eu, si je me souviens bien, 22 personnes qui ont manifesté leur intérêt. Il fallait en choisir 8. En gros, on a associé une personne avec chacun des organismes partenaires. Donc, au moins, dans chaque organisme, on a eu 3 candidatures, ce qui est remarquable, là, franchement. Et puis, ben, on a dû faire des choix difficiles en se basant aussi sur le fait de vouloir avoir une diversité chez nos pairs associés de recherche. Donc, on a fait des savants comment dire, une sélection qu'on jugeait qui était le plus diversifiée possible à travers les différentes régions. Et voilà, on a travaillé pendant presque un an. Là. Si on part de la formation qui a eu lieu en janvier jusqu'à la fin de la collecte de données à l'Halloween, en gros, c'était une très, très belle année. On a collaboré tout le monde ensemble. Euh, donc, je les remercie. Ils ont mis un temps, une énergie folle. On a eu des très, très belles rencontres, des belles entrevues et effectivement une très belle qualité aussi de données qu'on a pu récolter. Oui, vous avez atteint rapidement les objectifs, donc tout le monde a travaillé vraiment très fort. Mhm. Euh, Je hors ça, remercie des aussi questions. les organismes qui les ont accueillis dans leur bureau. C'est quand même un défi de, de mettre en commun des participants qui n'avaient pas nécessairement fréquenté les organismes encore et les parassociés, tout le monde ensemble pour se voir dans un même lieu physique pendant une période de 2 heures en privé. C'est un beau défi. Je suis très content qu'on ait réussi. Oui, vraiment, bravo. Euh, on a reçu quelques questions. Dans la catégorie, dans les données sociodémographiques, dans les origines ethniques, il y avait la catégorie nord-américaine. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui rentrait là-dedans? En fait, c'est une catégorie qui a été suggérée par mon acolyte Charlotte, qui trouvait que on associait des lieux physiques à beaucoup de groupes de population tels que nord-africains, latino-américains. Et on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on ne suggérait pas aussi aux gens de s'associer en tant que nord-américains. Et dans ces catégories-là, il y avait plusieurs choix possibles. Donc, on pouvait s'identifier, par exemple, en tant qu'Afro-Caribéen et Nord-Américain aussi. Donc, OK. on voit quand même que le quart des gens qui ont choisi de s'identifier comme Nord-Américains. Merci. Euh, puis, je ne sais pas si tu es capable de répondre à ça, mais quelles seraient les approches à privilégier dans les recommandations? Là, tu parlais d'aborder la honte et la résilience. Est-ce que vous avez des pistes d'action sur comment, ou des pistes ouais, des pistes sur comment approcher ces soucis-là? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. En fait, je vais accompagner la présentation qu'on vous a offert aujourd'hui d'un guide de ressources qui sont déjà existantes.
pour réduire la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH principalement. Il y a toutes sortes de programmes qui existent déjà. Tu sais, je pense entre autres à un programme qui s'appelle Pouvoir partager, qui est offert par, euh, pour les femmes, qui est un programme qui a été créé par l'UQAM et qui est gratuit, qui est déjà clé en main. On a d'autres programmes également comme Phoenix pour les hommes qui ont des relations avec des hommes. Donc, il existe déjà des programmes. Je vous dirais aussi, au sein de vos organismes, d'impliquer les personnes vivant avec le VIH qui, justement, semblent avoir le plus de résistance à créer des ateliers qui soient adaptés à, à vos lieux. Euh, donc, de faire un travail conjoint, de ne pas nécessairement partir de choses qui sont déjà dans la boîte, mais vous pouvez brainstormer, comme on dit, faire une tempête d'idées autour de ces thématiques-là pour voir qu'est-ce que les personnes vivant avec le VIH dans votre région, dans votre organisme ont à suggérer et de partir de ça pour vous inspirer, pour créer des rencontres, des ateliers. euh, donc, d'impliquer les gens par les pairs, c'est toujours très, très utile pour venir à réduire la stigmatisation intériorisée dont on a parlé. Euh, pour la référence de pouvoir partager, on dit que Gabvie l'a adapté aux hommes. Donc, c'est des Ah! personnes qui sont intéressées de contacter Gabvie, qui est toujours plus que heureux de pouvoir partager les ressources avec d'autres personnes. Mhm. Il y avait une autre question qui demandait à quoi ressemblerait la phase 2 du projet. On l'a vu un petit peu plus tôt. En fait, on est très ambitieux, hein. On espère premièrement avoir le financement qui nous permette de réaliser tout ça, mais les prochaines étapes du projet, ce serait ceci. On poursuit on va continuer à communiquer les résultats qu'on a obtenus jusqu'à maintenant, mais on veut aussi aller approfondir certains sujets à travers une étude qualitative. Là, ce sont une vingtaine de personnes qu'on rencontrerait pour aller plus en profondeur sur certains sujets et non pas à partir de questions préétablies comme euh, des cases à cocher. Là, on va laisser les personnes s'exprimer librement, puis on va essayer de faire des liens justement entre ce qu'elles ont à nous raconter, puis qu'est-ce qu'elles ont vécu pour pouvoir tirer euh, des relations ou des idées, justement, de l'inspiration pour des ateliers. Justement, le but ultime du projet, c'est de mettre en place des actions et dans la mesure du possible, qui soient appliquées aux réalités du terrain. Donc, on va continuer à consulter les gens qui vivent la stigmatisation ou ceux qui les côtoient, justement, pour pouvoir faire des actions à l'échelle du Québec qui soient utiles pour le plus grand nombre de personnes. Merci. Et une autre question, c'est qu'une variable qui ne sort pas en relation avec la résilience et l'autostigmatisation, c'est la santé mentale. Est-ce qu'il y a des données? Je vous dirais qu'on a relativement peu de données concernant la stigmatisation en lien avec la santé mentale. On a posé la question, par contre, aux gens. euh, c'est juste qu'étant donné qu'on a tellement une vaste diversité de données, de caractéristiques en lien avec les personnes. On n'a peut-être pas inspecté directement ce point-là, mais par contre, on va le noter parce que je trouve que ça irait très bien avec un séminaire sur moi, ma santé et le VIH. On pourrait très bien aborder la question de la santé mentale. Donc, je pense que c'est des données qui nous restent à explorer. Mhm. Bonne suggestion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 59. On aurait le temps pour une dernière question avant de vous laisser aller dîner. Sinon, il y avait des commentaires. Merci beaucoup pour le dynamisme de la présentation et les pistes de réflexion. Tu as relevé ton défi, Patrice? Ah, ben merci beaucoup. Ben, je vois pas d'autres questions qui apparaissent. Donc, ben, encore une fois, merci beaucoup, Patrice. C'était super intéressant. Puis, j'ai Merci. personnellement hâte aux deux prochains webinaires à ce sujet-là. Puis, merci tout le monde Mhm. d'avoir été avec nous. Le webinaire a été enregistré, donc va être rendu disponible aussi sur les médias sociaux de la COC avec la présentation en PDF. Donc, N'hésitez surtout pas à me contacter à l'adresse courriel qui apparaît là. C'est la façon la plus facile de me rejoindre. Mais j'aimerais dire un gros merci à tout le monde pour le temps que vous nous avez accordé. J'espère que vous allez pouvoir en tirer des pistes de réflexion, des pistes d'action
Et comme je vous disais, c'est seulement le début. On va continuer d'explorer et de vous communiquer les résultats dans les semaines et les mois à venir. Merci à tout le monde. Merci, bonne dîner. Bye Bye. bye.